Je vous propose de suspendre l'interview pour prendre le débat et pour cela nous avons invité sur ce plateau notre cher ami Hervé Zouabet, leader estudiantin très connu, qui a agité, qui a surtout animé l'ADEC, qui a repris un peu le flambeau après les mois Fonjonto, Linjombo et autres. Il est bien installé. Bonsoir Hervé. Bonsoir Audrey. Est-ce que cette présentation vous sied parce que vous avez d'autres casquettes? Oui, ça me sied, mais aussi je veux aussi indiquer que une représentation, une autre casquette qui fait en sorte que j'ai vraiment souhaité interagir sur cette question. Je suis à la tête d'un mouvement qu'on appelle Sematawi. Nous portons l'idée de la renaissance africaine comme voie de sortie pour l'Afrique. Et par là, on fait beaucoup, on a pour mission de construire la conscience historique auprès du peuple africain et camerounais. On a aussi, on forme aussi des jeunes à ce qu'on appelle au niveau idéologique. Et enfin, on lutte contre l'aliénation. La désaliénation, pour nous, est très importante. Donc, on a donc des activités qui sont beaucoup populaires. On est dans la démarche d'éducation populaire qui vont jusqu'au plus petit, parce qu'on a une activité de tutorat pour les enfants dans le cadre des familles monoparentales. Et à travers les contenus que nous avons, nous essayons de transmettre justement cette histoire, notre histoire, nous, de l'Afrique, et ainsi de suite, pour que les jeunes grandissent fiers. C'est pour ces raisons que pour moi, le sujet en question, que ce soit la commission et autres, mais surtout l'intellectuel, Gaston Kelman, c'est très important. Merci d'être là en tout cas. Nous vous prenons dans une pause très courte, 7 secondes, avec Thierry Camteau et ce sera le duel. Vous avez vous pouvez choisir entre les deux formules pour entrer dans ce duel. Vous pouvez faire un constat général sur ce qui a été dit jusqu'ici, parce que vous êtes un peu le phare pour notre équipe d'intervieweurs. Nous nous sommes trompés sans doute sur 2 ou 3 choses, parce que nous ne sommes pas des experts en la question, sur les questions mémorielles. Et vous pouvez rentrer dans le débat tout de suite avec Gaston Kelman, notre invité vedette, avec des questions précises. Vous choisirez la formule qui vous convient. Bon, la formule, j'aimerais d'abord, comme vous dites un peu, donner ma perspective sur la question, sur cette question mémorielle, mais surtout globalement sur les postures et les idées que défend Gaston Kelman, qui d'une certaine manière, va dire les courants de pensée qu'il défend, qui d'une certaine manière structure la vie et les décisions des décideurs politiques français, pour la plupart, et peut-être camerounais. Moi, j'aimerais d'abord dire ceci. Par les déclarations de Kelman et ses livres, de M. Gaston Kelman, on a un peu du mal à vous suivre. On a un peu du mal à vous suivre parce qu'on a l'impression qu'il y a 2 Kelman. Il y a le Kelman qui défend, on va un peu dire, le discours néo-assimilationniste en France et qui moque un peu les pensées noires, c'est-à-dire les idées qui veulent émanciper le noir. Et il y a celui du Cameroun qu'on constate et que j'ai découvert à travers l'immortel de Boum Niebel, qui maintenant parle en tant qu'Africain et rejoint par là les clameurs, les attentes, les besoins et les aspirations des Noirs et dont des Africains. Et ça, pour moi, c'est très paradoxal. Parce que par là, je veux un peu, par exemple, prendre un exemple. Gaston Kelman, lui-même, il a dit, la première critique qu'il fait du rapport, et notamment de la commission, c'est que on veut parler d'une histoire partagée. Mais pendant longtemps, Gaston Kelman, en France, a demandé et a parfois clamé de vouloir partager cette histoire avec la France. Je prends un extrait de ce qu'il avait dit dans une conférence à Lyon. Je suis Camerounais, Français et citoyen du monde. Mon identité n'est pas un puzzle de traumatisme.
l'histoire partagée, c'est Victor Hugo et Senghor, le couscous et le cassoulet. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, il veut partager une histoire. Mais par contre, quand je lis ses critiques sur la commission, et notamment de Bembe, il dit ce qui le gêne, c'est la question, c'est le fait qu'à travers cette commission, à travers la démarche de l'État français, on veut parler d'une histoire partagée. Et moi, j'aimerais savoir quel calmant on doit écouter à ce moment-là. Ben, c'est le même, hein. Absolument le même. J'ai écrit des merveilles sur la France. Comme Français, j'ai écrit des merveilles sur la France. Comme citoyen, entre guillemets, universel, j'ai pensé qu'il y a des espaces où nous pouvons nous retrouver. Je veux dire, si par exemple aujourd'hui, des gens comme Aimé Césaire ou je ne sais pas quel grand auteur africain est reconnu en France, voilà ce qu'on partage comme histoire de l'humanité. Mais on ne partage pas le trauma d'une guerre. Les Allemands et les Juifs ont partagé plein de choses qui étaient très agréables, des découvertes et tout ce qu'on veut. La France et les Arabes ont partagé 1000 choses. L'algèbre, on partage l'algèbre par exemple. Mais on ne leur dira pas de partager, par exemple, la guerre d'Algérie, là où il y avait le maître, où il y avait l'esclave. Nous ne partagerons jamais sur cette planète la traite des nègres. Je n'ai jamais dit qu'on partageait la traite des nègres. Vous avez cité vous-même quelques intellectuels que j'ai cités dans une approche intellectuelle où j'ai tout à fait légitimité à reconnaître. Mais vous dites quand même de la traite négrière que c'est un qui évoque la traite négrière. L'évoque comme... Vous êtes d'accord avec moi quand même que ce n'est pas la même chose, la guerre du Cameroun et Victor Hugo. Oui, mais vous dites quand même de la traite négrière oui, qu'est-ce que j'ai que dit? Beaucoup de personnes qui l'évoquent en font un fonds de commerce. Au point où l'ancien ministre de l'Éducation, Pape Diaye, dans l'un de ses livres écrits, il dit vous confondez le mot dépasser nos traumas avait effacé, parce que dans ce que vous dites essentiellement, vous demandez d'effacer cette histoire pour devenir français. Je ne l'ai jamais dit. Sincèrement, je ne l'ai jamais dit. Voilà ce que je l'ai dit encore sur ce plateau aujourd'hui. J'ai dit que je n'accaparerai jamais le trauma d'un descendant d'esclaves noirs américains. J'ai déjà mon trauma que j'ai assez bien signifié en vous parlant de ce que j'ai souffert moi. Par exemple, le gamin qui tient la mère de sa grand-mère. Il y a ce trauma. Moi, je vécu à 10 ans où il y avait une espèce d'apartheid. Les Blancs étaient de leur côté, les Noirs étaient de leur côté. Ça, c'est mon trauma à moi. Mais si vous me dites qu'un Camerounais ou un Sénégalais, je l'ai écrit dans l'article, j'ai toujours dit que le Camerounais et le Sénégalais ne peuvent pas dire « Oh, vraiment, nous avons souffert de la traite de la même manière que le Noir américain parce que nous sommes chromatiquement semblables. » Et je continuerai à le dire. Je ne m'accaparerai même pas le trauma. Vous, je ne vous autoriserai pas à vous accaparer le trauma, par exemple, de l'apartheid d'Afrique du Sud. On n'a pas éventré votre mère devant vous, par exemple. Mais ce que vos ancêtres ont vécu, là, je suis un grand défenseur, par exemple, du trauma camerounais sur une guerre qui s'est passée au Cameroun. Ce que je veux dire par là, quand même. Ce que je veux dire par là, des personnes, je vais prendre Valentin Imodimbe, a fait un immense travail sur son livre qu'il appelle L'invention de l'Afrique, où il décrit un ensemble de codes et de pensées qui ont façonné ce racisme. C'est-à-dire qui ont façonné la vision du noir, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, et pour finalement faire de lui une marchandise. Donc c'est ce qu'il appelle les bibliothèques coloniales. Donc il montre clairement qu'il y a une démarche systémique de la part d'une certaine, on va dire, oligarchie occidentale pour pouvoir vendre l'esclavage. Et qui a permis de développer sur la colonisation et autres. Mais vous niez, à travers vos propos, vous niez quasiment la question, le fait que le racisme ou bien cette domination, je crois que vous n'acceptez même pas le mot domination. Par rapport, non, dans vos écrits, mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis que le Kelman qui parle de la perspective venant du Cameroun est différent de celui qui écrit en France, parce que ce que je vais évoquer, la dangerosité dans votre démarche, c'est quoi? Vous avez, d'une certaine manière, à travers les débats en France, puisque vous avez accès à ces endroits, vous avez permis de paver les éléments qui ont rendu possible
par exemple la montée de l'extrême droite, ben ça c'est pour les Français, mais qui rend possible la façon dont la France réagit à travers notre propre histoire. C'est-à-dire, vous la décomplexez par rapport à ça, vous dites qu'il y a certains qui l'assument, quand Ramondi met dans son rapport, et moi je suis là ça me permet de préciser aussi ma position là-dessus. Dans le rapport Ramondi, lorsqu'on dit par exemple qu'à partir d'un certain moment, c'est le régime d'Ahidjo qui commençait à mater, mais sauf qu'on ne veut pas nous dire, est-ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'ensemble du dispositif dont usent notamment les Ahidjo et autres pour pouvoir mater l'UPC, c'est la France qui le met. L'ensemble, les coopérants français sont encore là. Je crois que nous sommes d'accord que je dis moi aussi. Voilà, et non, je voulais d'abord préciser ma position pour y arriver à ce que je voulais dire. C'est-à-dire, pour vous dire que sur la question notamment, c'est pour ça que je dis il y a deux Kelman, et dont je peux que d'accord, par exemple le Kelman camerounais, et notamment celui qui écrit l'immortel de Boumébé. Parce que là, je vois le Camerounais, je vois celui qui doit être, vous voyez. Et tout le monde conteste ces démarches dans le rapport où on veut parler de co-responsabilité. Parce que tous les éléments qui ont été utilisés par les personnes qui ont été désignées par la France, ce sont des éléments utilisés qui ont été déployés par la France elle-même. Et justement, à travers votre discours, quand vous étiez en France, quand vous êtes en France, vous participez donc à leur permettre de dire qu'on peut être co-responsable avec les Noirs. Que si comme vous l'avez dit comment vous l'appelez, je suis noir, je n'aime pas le manioc, où vous dites que bon, voilà, l'esclavage, il y a eu des rois, pour contester l'idée de ceux qui défendent l'esclavage ou qui veulent porter la revendication sur l'esclavage, vous dites que bon, il y a eu des rois qui vendaient des esclaves, pour dire aussi, ouais, il y a des gens co-responsables aussi de notre côté. Et on sait que ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc c'est ce que je veux dire. Et je ne sais pas si vous percevez le lien entre ce discours d'assimilation qui est le vôtre et qui permet que l'extrême droite soit décomplexée, qui certainement va peut-être arriver au pouvoir un moment en France, parce qu'à ce moment, vous avez évoqué avec Rolir en 2003, ils étaient minoritaires. C'est-à-dire, est-ce que vous percevez le lien entre ce discours-là et ce que se permet de faire les dirigeants français actuellement à travers ces commissions? Je vais tout juste vous donner une seule référence qui va peut-être vous rassurer. J'ai écrit un livre en France dont le titre c'est « La France, pays des races blanches, vraiment ». Je l'ai écrit en France. Ouais. Dans ce livre-là, je dis que la France est l'un des pays les moins racistes, peut-être le moins raciste de l'hémisphère nord. Je le redirai toujours. Je n'ai jamais eu peur de ce que je dis. Je dis que la France est le pays du mariage mixte. Et dans toutes les sociétés ségrégationnistes, même de caste seulement, il n'y a pas de mélange. La barrière infranchissable en Afrique du Sud, vous regardiez une femme blanche, on vous tuait. Aux États-Unis, c'était pareil. La frontière intangible du raciste, c'est le mélange du sang. Aux États-Unis, ils ont une règle qui s'appelle drop of blood rule. Voilà, de drop of blood rule. La règle de la goutte de sang. Dès que vous avez une goutte de sang noire, vous êtes rejeté, vous êtes noir. J'ai dit ça sur la France, que la France était le pays qui n'avait pas ce fondement raciste institutionnel, mais que son élite... Mais c'est le pays du code noir. Je n'ai pas... Si vous me laissez finir, vous comprendrez où est-ce que je cite le code noir. Mais que l'élite française est schizophrène. J'ai utilisé le mot dans un livre édité en France. J'ai dit que l'élite française est schizophrène. Je dis que pendant que je dis, par exemple, qu'il y a... Senghor était dans ce village-là, il était un peu le parrain de ce village. Il y a un village en France qui s'appelle Champagny. En 1789, les gens de Champagny apprennent que on était en train d'écrire les doléances, les cahiers de doléances. Les gens de Champagne apprennent que la France a des esclaves. Ils disent aux Français, ils disent au roi, Messire roi, libérez nos frères noirs. Libérez nos frères noirs. Faites-en de bons chrétiens et de bons citoyens. Les générations futures auront honte de nous si elles apprennent que nous avons mangé le blé arrosé par le sang de nos frères noirs. Et je termine en disant que la même année, les élites françaises à Paris
mesurer le cran des Noirs pour juger de l'infériorité du Noir, pour des raisons qui sont les leurs, des raisons un peu, en fait, des raisons mercantiles, des raisons tout à fait, bon, je ne vais pas utiliser le même mot que je dis souvent, imbécile. Bon, voilà deux peuples français que je distingue. Vous ne verrez pas un autre peuple où le mariage mixte comme la France. Je distingue. Et vous entendrez que tous les révolutionnaires africains, les derniers, que ce soit AIS, que ce soit Sonko, tous vous disent, nous ne confondons pas la France. Il y a la France de cette élite qui fabrique des Macron, qui fabrique même des De Gaulle, qui fabrique que De Gaulle n'est pas notre héros. Quand je vois le boulevard, l'une des choses qui m'agace le plus au Cameroun, c'est le boulevard Victor Hugo. Pardon, le boulevard de Gaulle, par exemple. Mais même Victor Hugo, tous ces gens-là disaient que si Dieu a créé les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, c'est pour qu'il y ait une hiérarchie. Le noir est, le blanc est au noir, ce que le noir est au singe. J'ai écrit tout ça dans un livre. Mais pourquoi même vous en les prendre? blancs n'auraient pas eu le courage d'écrire que leur pays n'est pas raciste, mais que l'élite est schizophrène. Je ne sais pas beaucoup de noirs qui ont utilisé des mots aussi puissants que moi. Voilà donc ce que j'ai dit. Et si vous croyez que j'ai écrit ailleurs, je ne peux pas vous demander à quelle page j'ai dit que c'est parce que les Noirs ont vendu leurs frères que les Blancs avaient raison. Je ne sais pas si j'ai écrit quelque chose comme ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Vous avez simplement... que j'ai donné la co-responsabilité parce que je disais que les rois vendaient, mais c'est les rois qui vendaient. Et vous savez pourquoi est-ce que je voudrais qu'on dise que c'est les rois qui vendaient? C'est parce que on a amené le noir à un tel niveau de stupidité. Du jour où le blanc est rentré en Afrique, les rois sont devenus des rois télé, des imbéciles. Lisez Batouala qu'on nous a présenté comme un roman noir. C'est l'un des romans les plus racistes que j'ai jamais lu. Un petit blanc vient, enfin un homme vient, Batouala c'est un roi télé, et un homme vient qui représente l'Occident, il arrache la femme de Batouala, et Batouala comme un lâche se cache pour vouloir le tuer, et la panthère le tue. J'ai dénoncé le racisme d'un noir, René Maran. Voilà, ça, je dénonce toutes ces affaires-là. Et je dis que, et pourquoi est-ce que moi je dis qu'il faudrait que nous acceptions que les Noirs ont vendu, pas leurs frères. Les Noirs ont vendu les esclaves. Je veux dire, les rois, enfin, qu'on a même méprisé après. Au départ, c'est comme ça que ça se passait. C'est eux qui vendaient. Et je voudrais qu'on comprenne que c'est le blanc, c'est le noir même, c'est le roi qui fixait le prix. Pour lui donner un peu de valeur quand même. Parce que du premier jour, il est maltraité par les siens. Et c'est ça qu'on nous a mis dans la tête. Le premier, je termine s'il vous plaît. Le premier petit matelot qui venait, il arrêtait le premier roi noir. Si toi pas donné moi esclave, moi il y en a prendre ton âme. Non. Pour moi, je ne peux pas éduquer mes enfants en leur disant que un bateau de 40 matelots venait et asservissait un roi qui avait 100 000, 10 000 soldats en lui disant, moi il y en a prendre ton âme. Vous entendez des Noirs qui disent ça, je ne le dirai jamais. Je préfère, dans la construction de mon identité, dire que le roi avait assez de puissance pour vendre ses esclaves. Après, cette affaire a pris tellement de l'ampleur que ça a pu leur échapper. Cela leur a échappé. Et puis après, on a commencé à porter des bateaux, des canons et de tout ceci, cela. Mais au départ, pour moi, il y avait une tradition d'esclavage en Afrique qui était une tradition dont les gens ne savaient pas ce qui se passait après quand ça allait comme ça. Mais que je voudrais, c'est beaucoup plus pour dire que ce n'était pas des rois télé à qui, et quand on dit les mots, les bembeloteries, machin, ceci, cela, c'était des gens qui avaient des palais, des gens qui vivaient d'une certaine manière. Les Kankamoussa n'étaient pas des gens qui attendaient la bembeloterie, comme si on n'avait jamais vu un miroir ou bien je ne sais pas quel ustensile, je ne sais pas quel matériau. Voilà pourquoi j'ai pris cette position-là. Voilà pourquoi est-ce que j'ai pris cette position. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, mis sur le même pied d'égalité un monde qui se veut chrétien et qui déshumanise les êtres humains pour pouvoir les esclavagiser. Le Code noir dont vous parlez, il n'a pas été écrit par les gens de Champagny. Il a été écrit par l'élite dont je dis qu'elle est schizophrène. Voilà ce que je soutiens. Oui, je voulais dire ceci. Justement, l'impasse, c'est quoi? C'est que... si quelqu'un interprète mal après, ce n'est pas mon problème. Non, l'impasse, c'est que vous individualisez, parce que quand vous dites le roi qui vend, c'était qui? Ils étaient combien? On sait que c'est une minorité qui a coalisé avec les autres, comme sur l'affaire Aïdjo avec l'État français. Voilà. L'idée, c'est de ressortir le caractère systémique, un construit de la part d'une élite, comme vous le dites, qui, par la suite, met un système et qui va faire en sorte que certains ici vont pactiser. Vous connaissez l'histoire française. Quand l'Allemagne
occupé la France, Vichy, c'était qui? C'était des Français. Mais on ne l'a jamais nié. Voilà, la rafle dans le journaliste parlait, c'est la rafle de Veldiv. Et on ne l'a jamais nié. Voilà. Et voilà. Et est-ce que vous ne verrez jamais les Français dire que les Français ont été nazis? C'est ça. Moi, j'ai dit que mais quand vous dites des rois, parce que vous sortez cet argumentaire par rapport... Pourquoi vous ne mettez pas le roi comme Pétain? Oui, c'est ce que je dis. Vous ne le mettez pas sur le même plan. Mais dans votre récit, je veux dire dans le récit, lorsque des personnes travaillant sur l'esclavage et que vous moquez, on sait que vous moquez des afrocentriques, des gens qui travaillent sur l'esclavage pour en dire que ce sont des pleureurs professionnels et qui font un fonds de commerce. Où est-ce que j'ai dit ça? Je vais lire, je vais lire. Je vais lire. Parce que, bien documenté. Oui, je suis documenté parce que c'est des questions assez sérieuses. Si je l'ai dit, je peux faire mon mea culpa. Je n'ai pas la prétention de n'avoir pas parfois sorti quelque chose qui pouvait être vexant ou qui pouvait être faux, que je pourrais récupérer après. Voilà, vous dites dans une interview dans le Figaro, une interview avec le Figaro en 2005, que les antiracistes professionnels ont fait de la victimisation une carrière rentable, en s'attaquant notamment à certains qui notamment des SO racisme, qui émettaient des critiques par rapport à votre livre. Et c'est ce que vous dites. Et le fait aussi que vous prenez toujours position. Moi, je vous prends un exemple sur la commission. Je peux parler de SOS Racisme? Oui. SOS Racisme, c'est la plus grande arnaque que j'ai jamais vue de ma vie. Aujourd'hui, je le dis encore. Vous savez comment est-ce que cela s'est passé, cette affaire? Les petits Arabes, ils partent de Montpellier, ils partent de Lyon et puis de Marseille, avec sur leur pancarte la marche pour l'égalité. Ils arrivent à Paris, la gauche récupère. Ils en font des beurres. Et si vous connaissez assez la France pour savoir que si vous voulez insulter un petit Arabe, appelez le beurre. Ils ne se reconnaissent pas. Malheureusement, non, on se reconnaît dans Black, ce qui m'agace au plus haut point. On me chromatise, je deviens tout juste une couleur, désignée par quelqu'un d'autre. Si vous voulez insulter un petit Arabe, appelez le beurre. Donc voilà donc pourquoi est-ce que j'essaie toujours d'être contre le racisme. Je l'ai écrit que c'est la plus grosse arnaque à laquelle j'ai jamais assisté. La gauche a récupéré, et ces enfants qui disaient seulement, arrêtez, laissez-nous tranquilles, nous avons nos origines, mais nous considérez que nous sommes juste des Français comme tout le monde. Non, vous n'êtes pas Français, vous êtes beurre. Voilà comment est-ce qu'un mouvement a été étouffé. Et on a pris des Harlem Désirs, qui sont devenus des espèces de parangons, dont on voit qu'à la fin, ils n'avaient rien à l'intérieur. Mais pourquoi vous êtes... Peut-être vous êtes individualisé, peut-être. Parce que je veux prendre un exemple sur l'aspect de la commission. Vous savez, c'était sur ça, je vous ai dit ma position. Oui, parce que, est-ce que c'est tout le monde? Le problème, c'est le discours. Et ce n'est pas que... Quand même. Oui, et c'est le discours, et c'est l'opinion qui écoute des personnes sur le discours. L'opinion, je ne peux pas l'éduquer en l'espace. S'ils me lisent très bien, ils comprendront ce que j'ai dit. J'écris quand même des livres de 200 pages, je n'écris pas des trucs de 2 lignes. Alors si on sort 2 lignes, je ne conteste même pas. Tout ce que vous me lirez là aujourd'hui, je vous ai dit que si je peux le récupérer aujourd'hui et m'en excuser, l'occasion est là pour que je dise, oui, ça, peut-être j'ai été trop loin. Je vous jure que c'est ma nature. C'est ma nature. Je n'irai pas contester quelque chose dont je vois aujourd'hui que c'était peut-être au début de mon écriture que je n'avais pas tous les tenants et les aboutissants et que peut-être je ne mesurais pas l'importance de ce que... Parce que je vous avoue que quand j'écrivais ce livre, je ne croyais pas que j'allais vendre 700 exemplaires. Je croyais que ça allait être comme tous les autres livres. Et après, je l'ai relu au moins 500 fois en me disant, Gaston, s'il y a une connerie quelque part, tu peux la rattraper. Il y a une connerie. Et je l'ai signalé à mon éditeur dès le premier jour. Mais comme je me disais que le livre allait se vendre à 200 exemplaires, comme beaucoup de livres que nous écrivons en France, ça ne fera pas. À la 4e de couve, ils disent que Gaston Kelman dit que le noir est un blanc qui a trop bronzé. J'ai dit non, ça ne passera pas, vous êtes en train de m'assassiner là. Mes frères vont me bouffer. Effectivement, quand le livre est sorti, bouh, oh là là, Kelman dit que, regardez la nouvelle 4e de couve. Gaston Kelman dit que si nous étions tous des enfants de Lucie ou quelque chose comme ça. Je pense que je leur ai dit, changez ça s'il vous plaît, vous m'avez mis en enfer. Mais comme vraiment je ne voyais pas la grande histoire que ce livre allait avoir, j'ai laissé la première édition qui avait peut-être 1000 exemplaires passer comme ça. Les 100 000 exemplaires, 500 000, le million d'exemplaires qui a été vendu après, c'était... j'avais fait changer. Voilà. Et quand mes frères m'ont frappé là-dessus, j'ai dit qu'ils avaient raison.
Et citez-moi quelque chose, vraiment tout ce que je crois que si on avait le temps, je vous dirais, prenez un par un, et chaque fois je vous dirais, c'était peut-être un état d'esprit à ce moment-là, ou bien là j'ai été mal compris peut-être. Oui, parce qu'en réalité, il y a vos écrits, il y a aussi vos déclarations. Vous avez mené les débats avec le ministère de l'immigration. De l'identité sous Éric Besson. Il y a eu beaucoup de déclarations que vous avez faites dans les journaux, et ainsi de suite. Tout à fait. Je prends aussi cet exemple pour dire comment vous affaiblissez aussi ces mouvements qui veulent proposer autre chose. Bembe, vous avez, sur l'affaire de la commission, vous êtes sorti sur sa posture, en disant que c'est une démarche de séduction. Et par exemple aussi Blik Bassi. Blik Bassi vous dit, bon, c'est juste un chanteur. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a juste avant, c'est un chanteur. C'est un chanteur, mais voilà, vous... C'est un chanteur. Je pense que même en France, où on sait qu'il y a une perception du noir et ainsi de suite, si vous écrivez sur la question de l'identité des Noirs, on ne s'est pas posé la question si vous êtes historien ou pas. On ne s'est pas dit que bon, c'est juste un urbaniste qui écrit. Vous avez une opinion à donner, et c'est comme ça aussi qu'il la donne. Ben, un essayiste, un dramaturge, comme vous. Voilà, j'ai un dramaturge, voilà. Non, mais j'ai quand même... Qui? Blik Bassi? Vous Non, mais justement, moi, je crois que j'ai quand même 20 livres à mon actif qui montrent ma capacité à débattre d'un thème. Si vous êtes satisfait que face à... Elle s'appelle Ramondi, hein, que face à... Karine Ramondi, professeur d'histoire à la Sorbonne. Qui est un chanteur, vraiment, je vous laisse ce choix-là. Moi, ça n'aurait pas été le mien, et je le condamne. Mais sur Achille Mbembe, si vous voulez que je vous dise aussi. Oui. Achille Mbembe, j'ai dit à Achille Mbembe, je ne voudrais pas faire croire à la France que l'Afrique lui appartient. L'Afrique n'appartient pas à la France. Alors, allez embrigader mes enfants à Montpellier et aller avec Macron pour décider du destin de l'Afrique. J'ai dit non. Et quand Achille Mbembe dit que il a voulu, je n'aime pas souvent revenir sur Achille Mbembe, j'en ai parlé à un moment donné, mais je voudrais tout juste dire que quand Achille Mbembe dit qu'il a mis Macron à l'épreuve et que tout ce qu'il voulait, c'était que Macron crée un fonds pour la démocratisation de l'Afrique. Je dis que ce n'est pas possible. On ne peut pas donner la mission civilisatrice à la France qu'en 2022 ou 2025 aujourd'hui, c'est elle qui vient apprendre la démocratie à l'Afrique. Mais c'est après la Baule qu'il y a eu un vent de démocratie au Cameroun, en Afrique francophone. Justement, parlons de la Baule, on n'aura pas le temps d'en parler. La Baule, ça a été une grosse arnaque. Non, mais c'est après, ça c'est un fait historique. La Baule, ça a été une grosse arnaque. Mitterrand a récupéré un mouvement qui était déjà par les tables rondes, par les cela. Et Mitterrand, comme d'habitude, il a récupéré et il a dit que c'est moi, ceux qui seront démocratiques, je vais leur donner la carotte, et ceux qui seront pas, je vais leur donner la... C'est pas la France qui a apporté ce vent de démocratie. Encore que pour moi, la démocratie, c'est rien. Je n'ai pas dit que c'est la France qui a apporté, j'ai dit que c'est après la Baule. Et donc, on ne peut pas... Non, c'est avant la Baule. Les mouvements de demande de la démocratie existaient en Afrique bien avant la Baule. Oui, voilà. Ouais, la démocratie arrive après la Baule. Comme justement la commission arrive après que nous avons déjà écrit. On a passé récupération. Oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez fait un important travail, notamment cette pièce. Et l'idée... Et vous ne voulez pas reconnaître que c'est le même élément qui continue. Vous le coupez en deux. Non, je vous assure. Et je pense que je suis peut-être pas le seul. 3 minutes pour boucler. Ouais. Je sais très bien. Ouais, on a du mal à suivre le cheminement de votre pensée. Bon, mais je suis d'accord que le calme du Cameroun est le plus intéressant. C'est-à-dire que celui qui parle de la perspective camerounaise, qui défend Oumniobé, qui défend Wandje, bon, et qui peut le faire en laissant les autres le faire. Parce que moi, je prends par exemple l'exemple de la commission. On peut reprocher tout ce qu'on dit à Bembe, mais on sait que Bembe, par toute l'idée de sa production écrite, c'est ce qu'il appelle le cosmopolisme. C'est-à-dire... vous avez entendu le nombre de fois que je l'ai cité aujourd'hui? Oui. Voilà. Je l'ai cité plus de 10 fois quand même aujourd'hui. Il est comme vous qui pensez qu'on peut avoir... le citoyen du monde, celui qui est partout en même temps et tout ça, l'afropolitain comme il dit, ou bien l'éthique du passant. C'est-à-dire que lui, il est intéressé par ça. Et si on suit sa pensée, on peut croire qu'il peut faire ces démarches que nous, en tant que jeunes Africains, on ne comprend pas. Vous voyez. Autant aussi, vous,
avec tout le débat qui a été organisé en France sur l'immigration, vous étiez un acteur, vous étiez quasiment un acteur à ce moment. Vous savez pourquoi je suis rentré dans le ministère? Et puis revenir, on se dit, mais on est où? Vous savez pourquoi je suis C'était, vous étiez une figure de l'intégration. Oui, tout à fait. En France, vous étiez intégré parfaitement. Vous avez fait un revirement. Non, absolument pas. Jusqu'à présent, je continue à dire qu'un enfant né en France, qu'on lui foute la paix, il est français. Qu'on lui reproche même pas de ne pas aimer le tapioca ou le manioc ou de ne pas parler bassa. Vos enfants ne parlent pas bassa au Cameroun. Mais vous avez conscience, moi je veux dire, l'arrivée de Trump par exemple, avec ses idées et le fait qu'il soutienne les mouvements d'extrême droite en parlant de l'occidental puissant, blond et tout ça, vous êtes conscient qu'avec cela, est-ce qu'on arrivera un jour, et c'est la principale critique que je fais souvent sur les écrits de Mbembe, c'est-à-dire est-ce que vos utopies du post-racial chez vous appelez ça le post-racial, chez Mbembe, l'afropolitain, la communauté des restes, est-ce qu'on va arriver à ça un jour? C'est pas une aporie? Est-ce qu'on peut arriver dans une situation où le blanc va dire, moi j'étais dominé hier, et je suis comme aux États-Unis, je suis venu occuper même ton espace, ou en France où je t'ai permis d'immigrer, mais je te laisse en subalterne. Est-ce qu'un jour il va accepter, dire bon voilà nous sommes les mêmes, on partage la même culture et tout? Pour moi, tout ne se décrit pas sur la couleur de la peau déjà, premièrement. Deuxièmement, je voulais dire pourquoi est-ce que je suis rentré dans le ministère de l'immigration et de l'intégration. Je voulais le changer de l'intérieur. Je suis un bassa têtu comme pas possible. Et vraiment, je vous assure que j'étais convaincu que j'allais gagner ce combat. Ça ne vous aura pas échappé que j'ai démissionné 10 mois après. Oui. Parce que justement, je vous jure que ce que je comptais mettre en place, ou je ratais comme je l'ai fait. Voilà un échec que je reconnais totalement. Ou alors si j'avais réussi, je serais dans tous les livres d'histoire de France aujourd'hui. Mais j'ai raté. Tout simplement parce que je n'avais pas mesuré justement la schizophrénie de cette élite qui vient vous chercher chez vous, vous dit on a besoin de vous. C'est eux qui sont venus me chercher. Garçon, votre vision de l'identité qu'ils connaissaient. Qu'ils connaissaient. On est le produit d'un espace que nos amis noirs, nos frères noirs, ça ne veut rien dire du tout. Respectez mes gamins qui sont nés en France, ils sont français, point. N'arrêtez de leur rappeler leurs racines, leurs origines, cela. C'est moi qui m'en charge. On me dit, viens nous le dire. Viens nous le dire. Et quand je viens, le malheur veut que je tombe en plein sur les élections régionales. Je commence en juillet, je commence en octobre, je pense, en mars, avril, les régionales viennent. Alors là, la droite qui m'avait embauché se tourne du côté du Front National. Eh bien, j'étais, puis je suis rentré chez moi. Je voulais une dernière question. Vous sortiez je ne pouvais plus gagner ce... Et ça, c'est un des grands échecs de ma vie, ça, je le reconnais. J'avais cru que j'allais... J'ai joué au poker. J'ai joué au poker. Et par contre, quand je suis en France, j'insisterai toujours que les gamins nés en France, qu'on arrête de leur dire les petits, qu'on arrête de les appeler blacks. Ils ne sont pas des blacks, ils sont des Français. Ils sont des Français. Point et un trait. Et si vous saviez, j'y ai contribué, à quel point les enfants noirs ont progressé en France. Vous ne verrez pas un seul gamin noir qui travaille aujourd'hui en France parce qu'on lui a refusé son métier. Il n'y en a pas un seul. Les médecins arabes et noirs aujourd'hui, je pense qu'ils occupent la moitié de la santé en France. Les professeurs, c'est pareil. Il n'y a pas un métier que les noirs n'aient pas squatté, même l'armée. Le directeur de prison du Nantes, par exemple, est un Kabassa. Vous en trouvez partout. Mais le malheur du noir, c'est qu'il est dans une espèce de dolorisme qui fait qu'on ne nous aime pas, on ne nous a pas donné ceci, on ne nous met pas à la télé. Je leur dis arrêtez de m'emmerder avec la télé. Moi, j'aime mes gamins parce qu'ils sont surdoués. Les gamins noirs sont d'une intelligence que vous ne pouvez pas imaginer en France. Parce qu'ils ont le double de la difficulté et instinctivement le ressentent. Les gamins arabes, alors, ils explosent. Ils explosent. Et le noir lui-même ne veut pas voir ça. On ne nous donne pas ceci, on ne donne pas cela. Je dis, mais c'est pas possible, ces gens-là sont comment? Mais pourquoi vous ne dites pas, nous avons tout pris? Voilà le discours que j'étais en France. Nous avons tout pris. Et j'ai fermé la bouche à tous ceux qui n'arrêtaient pas de dire, oui, il leur faut une place à la télé. Je leur dis, mais nous ne voulons pas de la télé. Quand nous voudrions la télé, nous allons la voir. Aujourd'hui, nous voulons la médecine. Parce que nous sommes intelligents. Le concours de médecine en France, nous avons tout pris. L'éducation nationale, nous avons tout pris. Les assistants sociaux, nous avons tout pris. Pourquoi arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas? Voilà le discours que je tiens en France aujourd'hui. Ok, je voulais dire sur le dernier aspect. Sortir rapidement. Pour sortir rapidement. J'ai vu sur la conférence au CEDETOLA,
vous avez été convié en 2022. Ouais. Voilà, vous avez évoqué la question de la Renaissance. Oui. Voilà, de la Renaissance en évoquant que la France, les Antilles et je ne sais pas quoi ont fait cette Renaissance et que nous devons la faire. C'est une démarche inévitable. Voilà, moi j'aimerais d'abord savoir quel contenu vous mettez dans le... Très rapidement, vraiment. Oui, et dans le mot Renaissance, parce que la Renaissance telle que vous la décrivez pour la France, est-ce que vous voyez la même chose avec l'Antille? Pourtant, quand on parle de Renaissance, on voit ce que l'Occident a fait dans le 15e siècle, mais on voit aussi en Chine, on voit au Japon avec les Médis, et ainsi de suite. Est-ce que c'est la même chose? C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment la créolité, pour vous, peut être toutes la les Renaissance. sont les mêmes. Chaque fois qu'un pays, un groupe, pas un pays d'ailleurs, il y a eu la Renaissance de Harlem, il y a la Renaissance des Antilles, il y a la Renaissance des Juifs. Chaque fois qu'un groupe passe d'un État à un autre. Nous sommes passés de notre État de Camerounais, il y avait la nation Bassa, la nation Bamileke, la nation Sissi, la nation Mundang et tout. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Nous sommes obligés de recréer une nouvelle identité qui passe par une seule langue. Il n'y a pas de nation sans langue sur la terre. Qui passe par une musique que les gamins sont en train de créer. Qui passe par un système scolaire que nous devons réinventer. Qui passe par une histoire que nous devons mettre en place. C'est en cela que c'est si important. Et justement, merci de me faire chuter sur la Renaissance pour dire que ma Renaissance ne va pas être faite à part 4 mai. Parce que ce n'est pas la France qui viendra me dire voilà l'histoire que tu dois enseigner dans l'école de Renaissance africaine. Vous savez qu'en France, par exemple, de la maternelle en terminale, on n'apprend que les livres français. On n'apprend pas les livres d'un autre pays. Je voudrais qu'on enlève dans les Victor Hugo, qu'on enlève toutes ces affaires-là. Je voudrais que cette rue s'appelle, c'est toute cette renaissance que tout le monde a vécue. Il n'y a pas de renaissance en langue. Les Juifs ont créé une langue, les Antillais ont créé une langue régionale pour être comme les Alsaciens, comme les Basques, comme les Bretons. Il n'y a pas de renaissance sans science, sans modèle de droit, sans modèle de justice, sans modèle sans une identité inventée. Harlem a créé sa renaissance. Les Antilles ont créé une renaissance en créant le créole. Les Juifs ont refait la renaissance d'Israël en refaisant, ils ont inventé une langue. Voilà ce que je soutiens. Et tout le monde, l'ère du Meiji, ça a été la récupération de certains savoirs pour essayer de créer une nouvelle identité japonaise. C'est ce que je défends pour l'Afrique aujourd'hui. Et je vais même parfois très loin en disant que l'Afrique aujourd'hui est presque au niveau de la fin du Moyen-Âge en Europe. Mais que nous, ça peut se faire en 50 ans, pas en 500 ans, comme avec la Renaissance occidentale. Voilà ce que je dis. Merci, Hervé Zouabet, d'être passé par ici. Je te remercie de m'avoir invité. Nous allons prolonger la discussion dans d'autres cas. Et moi, j'aurai l'occasion pour demander, parce qu'on va faire une projection chez nous du documentaire sur Achim Mbembe, de convier les gens de venir nous rejoindre. Ce sera quand, où? À la librairie Pepenois, samedi, à 14h. On va faire un petit samedi le 21. Oui, samedi prochain. Le 21, c'est ça? Le 21, oui. Comme 21, ça, toute personne, vous êtes invités tous. Et il y a beaucoup de jeunes qui seront là et on invite tout le monde à venir. Voilà. Et Pepenois, c'est immeuble... SNI, Monté SNI. Monté SNI, immeuble... Don Bosco à Yaoundé. Merci Hervé Zouabet d'être passé par là. Nous allons donc, pour sortir, le temps que Joël Diom 3 s'installe à la place.